Vous vous souvenez de ce gars en primaire qui louchait le pigleux là? En vrai, vous savez que c'est pas cool, mais vous pensez quand même qu'il était un peu plus débile que les autres. Vous vous disiez ça parce qu'il avait l'air très concentré, à faire des tâches pourtant simples. Ou alors, vous le fuyiez du regard, parce que vous ne saviez jamais s'il vous regardait vous ou un autre. Du coup, il osait pas vraiment lever le regard vers les gens, et il avait l'air dans la lune, dans son coin. La preuve, quand on veut mimer un débile, on commence par loucher, et puis avec un cheveu sur la langue, on parle d'informatique. Ces gens-là, combien sont-ils? Pourquoi leurs yeux font ça? Est-ce qu'ils passeront pour un débile le restant de leur vie? 5%. C'est la part de la population qui louche. Parmi eux, il y a ceux qui ont du strabisme. Mais du coup, c'est quoi le strabisme? De base, un œil a plein de petits muscles commandés par le cerveau, qui ajustent la position des yeux selon les ordres du cerveau. Pour diverses raisons, les muscles oculaires de ceux qui ont du strabisme seront toujours décalés entre l'œil droit et l'œil gauche. Bref, ils louchent. Quand un cerveau reçoit les images de deux yeux alignés, il les mélange savamment pour obtenir une image en relief, une image 3D. Attention, je ne parle pas du 3D de Minecraft, ou bien de quand vous dessinez un cube sur une feuille en art plastique. Dans ces deux cas, il s'agit d'une projection des 3 dimensions sur un plan en 2 dimensions, l'écran de l'iPad ou votre papier canson Vlachet. Quand je dis que les yeux sains rendent possible la génération d'une image 3D par le cerveau, je parle plutôt de relief. Ceux qui ont déjà vu un film en 3D peuvent témoigner de la différence. Prenons Peppa Pig. Le monde de Peppa Pig est en 2D. L'écran de la télé est en 2D. Tout va bien. Pas de projection. Mais attention, la Pat' Patrouille, elle, évolue dans un monde en 3D. Vous et moi en sommes convaincus. Mais pourtant, à moins que vous ne regardiez la Pat' Patrouille au cinéma 3D, c'est bien sur un écran plat que Ryder sauve la Grande Vallée. Le relief dont je parle, c'est la différence entre un film et la vraie vie. Ceux qui louchent vivent littéralement dans un film. Autrement dit, ils ne voient pas la différence entre un film et la vraie vie. Mais alors, comment fonctionne un cinéma 3D? Déjà, il ne faut pas une, mais 2 caméras juxtaposées qui filment chacune la scène d'un angle légèrement différent. Au cinéma, les 2 images sont teintées, puis additionnées sur l'écran. Puis vous arrivez avec vos lunettes teintées pour soustraire la teinture qui va bien pour chaque œil. Et là, magie. Comme dans la vraie vie, votre cerveau reçoit 2 images d'un angle légèrement différent. Votre cerveau fait son savant mélange et le tour est joué. Vous voyez désormais Chase sortir de l'écran. Sauf si vous avez du strabisme. Vous avez toujours qu'une vieille image. Et surtout, gardez vos lunettes, parce que autrement, vous vivrez l'aventure simultanément de 2 angles différents. Mais comment le cerveau fait ce savant mélange? Dans la vie, la plupart des gens entendent du bruit. Et presque tous, on sait d'où vient ce bruit. Mais comment localisons-nous la source du bruit? Pour cela, parlons du Vésuve, qui devrait pas tarder à revoir le terrassement de la ville de Naples d'ici peu. Mais comment les Napolitains continuent-ils alors de manger des glaces tranquillement au bord de la baie? Grâce à ça, un micro. Il capte le son que produiraient les craquements préparatoires à l'éruption. S'il n'y en a qu'un, on sait juste que ça a craqué. Mais quand il en a plusieurs, on peut trouver le lieu, la profondeur et l'origine du craquement. Ainsi prévenus de la proximité des craquements, les Napolitains auront le temps de finir leur glace, d'aller voir la Pat' Patrouille en 3D avant de passer 2 jours dans des embouteillages pour fuir la ville. Les scouts, c'est vachement bien. Imaginez un jeu où les scouts ont une carte et on leur informe que le goûter est caché à 500 mètres de la ferme et à 700 mètres du rond-point. 2 coups de compas plus tard, ils ont 2 lieux où chercher. Bref, si on connaît la vitesse du son dans la Terre, avec 3 micros, on trouve l'origine du craquement. Donc la plupart des humains peuvent écolocaliser des sources de son, sauf dans l'eau, car l'eau est plus dense et le son va plus vite. Du coup, le délai entre les 2 oreilles n'est pas assez long pour permettre au cerveau de calculer avec précision. Sauf si vous êtes un cachalot, parce que vos oreilles sont assez écartées et permettront un délai assez grand. Vous vous êtes déjà demandé comment les satellites GPS faisaient pour savoir où vous êtes? En fait, scoop, ils ne savent même pas que vous existez. Eux, ils envoient en continu vers la Terre un message qui contient leur position et la date de l'envoi. Par triangulation digne d'un scout, votre GPS trouve votre position avec plusieurs satellites. C'est tout pareil pour les yeux. Chaque œil reçoit une information en 2 dimensions, alors qu'une oreille reçoit une information à 1 dimension. En vrai, ça change pas grand chose. Pourquoi t'en parles alors? Ben, pour flex uniquement. Ah ok, pardon. T'inquiète, je te pardonne. Mais, est-ce qu'on peut guérir du strabisme? Pour ça, il faut remettre les yeux bien droits en trafiquant les muscles. Ensuite, il faut entraîner le cerveau à faire l'addition des images. Du coup, vaut mieux le faire quand on est bébé. Si le cerveau s'obstine à garder les 2 images, eh bien, pour éviter au porteur de strabisme de voir double, on fait l'inverse. On lui fait oublier l'une des 2 images. C'est l'espèce de pansement que le Buglé portait en moyenne section. Le patch le forçait à utiliser son œil faible, parce que sinon, son œil faible, l'œil avec lequel il ne regarde pas souvent, pourrait devenir aveugle. Mais alors, comment savoir si on voit en relief? Déjà, trouvez-vous qu'un film c'est visuellement comme la vraie vie? Si oui, regardez cette image qui donne un bon indice. C'est une image stéréogramme. Oui, comme le casque stéréo. Là, par exemple, je parle à droite,
là à gauche, et là, je vais parler à la fois à droite et à gauche, mais pourtant vous avez l'impression que je suis au milieu de votre tête. Eh bien, c'est pareil. Normalement, au bout de 10-20 secondes, en regardant au travers de l'image, une forme devrait apparaître. Essayez de faire varier votre mise au point en avant et en arrière. S'il n'y a que des motifs, cette vidéo vous est peut-être utile. J'invite tout de même les autres à ne pas changer de chaîne. Si comme moi, votre vie est un film, pas de panique. Ça ne vous handicape pas. Déjà parce que vous vous aidez de plein de choses pour corriger ça. La mise au point, vous savez que quelque chose qui est flou est au même niveau qu'une autre chose qui serait floue. La taille, en vrai, vous connaissez la taille d'un immeuble. Vous vous dites pas qu'il est à 2 cm de vous. Et ensuite par une autre chose que je vous expliquerai plus tard. Mais du coup, ça fait quoi de voir en 3D? Premièrement, l'effet pop. Quand on regarde une branche d'arbre, elle ressort vraiment devant le fond. C'est pas à plat, c'est comme si on pouvait la toucher. C'est comme si elle avait un volume. Ensuite, la précision. Enfiler une aiguille, attraper une balle, se carrer au millimètre près, c'est plus instinctif. Sans relief, on y arrive aussi, mais on analyse plus. Le relief dans la nature, une montagne a vraiment du volume. Une forêt a des couches. Une balade dans la nature est visuellement aussi bien que sur Google Street Map. Mais le plus fou, c'est qu'on s'en rend même pas compte tant qu'on n'a pas testé. C'est comme expliquer une couleur. Mais rassurez-vous, quelquefois, c'est aussi un avantage. La part de gens qui ne voient pas en relief est plus importante chez les chirurgiens, les artistes et les architectes. Pourquoi? Parce que nos cerveaux sont devenus experts pour lire des images à plat. Surtout des images en 2D qui transportent une information en 3D. Tout simplement parce que c'est notre vraie vie, notre vie réelle. Prenons un exemple. Un étudiant en architecture aura tendance à fournir moins d'efforts pour dessiner du 3D en 2D. Mais lorsque l'étudiant en architecture va visiter une maison, il aura beaucoup plus de mal à apprécier à quelle distance se situent les murs. Il reste un dernier skill qu'on a surdéveloppé, l'écolocalisation. J'ai remarqué que j'utilisais le son de la balle de ping-pong pour la localiser. Comment j'ai fait? J'ai comparé mon jeu avec ou sans bouchon d'oreille. Après, on sait pas si ça joue sur l'équilibre. Et aussi si les bons voyants utilisent autant le son que moi. Mais Daniel Kish est un malvoyant depuis le berceau, qui en grandissant faisait des avec sa bouche. Il devinait les espaces avec l'écho que produisait son. Puis, il a commencé à savoir si une porte était ouverte ou fermée. Aujourd'hui, il fait du vélo dans la campagne californienne quand il ne donne pas des cours d'écolocalisation. Bref, maintenant, vous pouvez faire le lien entre une chauve-souris et le bigleux de moyenne section. Cordialement.